Voilà. Eh ben, bonsoir à tous, bienvenue. Je suis très heureuse de vous voir, même si c'est que virtuellement. J'espère que ce sera en vrai bientôt, très bientôt. Donc, pour cette troisième rencontre, nous avons le plaisir de recevoir Géraldine Prévost-Gigant. Bonsoir Sylvia, merci pour cette invitation, je suis ravie d'être là. Eh ben, nous aussi. Alors, Géraldine, tu es psychopraticienne. Tu as écrit une dizaine d'ouvrages sur le développement personnel et la psychologie. Tu exerces en cabinet depuis 25 ans et tu animes des groupes de parole pour les femmes et des ateliers sur la relation et l'amour de soi. Tu dois avoir beaucoup de travail en ce moment. Quand je t'entendais dire que j'exerce en cabinet depuis 25 ans, j'ai l'impression que mon cabinet est très très loin parce que je n'y suis pas retournée depuis le mois de mars. Ouais, C'est une nouvelle vie. ouais. Et oui, j'ai beaucoup de travail en ce moment pour pouvoir accompagner au mieux tous les êtres qui ont besoin de soutien et de trouver du sens à ce qui nous arrive et de trouver des leviers de ressources pour mieux vivre la situation. Mm. Ouais, ouais. Donc, tu as plusieurs cordes à ton arc puisque tu écris et tu animes aussi une émission de télé mensuelle qui s'appelle, alors la web TV s'appelle TV BTLV. Ça veut dire quoi, les initiales? Je ne sais pas, tu me Ah, poses une colle. Il faudrait que je demande à Bob, le créateur. En tout cas, c'est une web TV qui existe depuis à peu près 5 ans et qui a démarré essentiellement sur des sujets assez ésotériques et qui, dernièrement, a souhaité ouvrir le champ sur des émissions de développement personnel. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont fait appel à moi. Et donc, ils traitent de différents sujets de spiritualité, de développement personnel et de tout ce qui est mystère et inexpliqué. D'accord. Et moi, je suis plutôt du côté développement personnel avec notamment une émission sur les synchronicités suite au succès du roman Écoute les signes que la vie t'envoie, qui traite et des synchronicités et en même temps mon héroïne va se révéler à elle-même dans la pratique du tango. Hmm. Très bien. Donc, si un jour vous voulez suivre Géraldine sur cette télé, je crois qu'il y a un lien YouTube sur la page du site internet du festival. Après, on pourra mettre aussi des liens dans la conversation, comme ça vous les aurez. Donc, la thématique de ce soir porte sur la relation. Alors, j'ai une question. Qu'est-ce que c'est pour toi la relation à la fois dans le tango, puisque nous sommes quasiment tous danseurs de tango ici, mais aussi dans la vie? Et surtout en ce moment, dans cette période assez particulière, en préparant cette soirée, et c'est aussi ce qu'on avait, on avait échangé et noté pour la présentation de la soirée, je crois vraiment qu'il y a eu pour bon nombre une prise de conscience assez forte de l'importance de la relation. C'est bien entendu, nous savions que nous étions et que nous sommes des êtres de relation. Nous savions avant mars dernier à quel point les relations et le contact étaient importants. Certaines personnes le savaient plus que d'autres parce que pour certaines personnes, c'est plus important ou plus conscientisé. Et quand on a été tous confinés, claquemurés dans notre appartement, dans nos maisons et à ne plus pouvoir avoir les contacts que nous avions auparavant, je pense que c'est vraiment à ce moment-là qu'on a compris à quel point le contact avec l'autre, le contact affectif de cœur à cœur et le contact physique était et est quelque chose de primordial pour notre équilibre psychologique et pour notre équilibre affectif et pour notre équilibre aussi dans la société. Voilà, donc déjà, c'est ce que je voulais dire. Je voulais aussi démarrer en témoignant à quel point le tango me manque. Je ne l'ai pas dit ailleurs, mais ici, c'est vraiment l'endroit où je peux le dire parce que voilà, je suis contente de pouvoir parler à notre communauté du tango.
Et je dois dire que là, les dernières semaines sont un peu rudes pour moi, alors que j'arrivais à gérer le fait de ne pas aller en milonga. C'est les milongas qui me manquent beaucoup, beaucoup. Les amis du tango, les échanges qu'on peut avoir, l'ambiance, enfin, vous savez ce que c'est. Et aussi les émotions fortes, intenses, euh, dû à l'association de l'harmonie des corps, de l'harmonie des cœurs et de l'harmonie de la musique. Donc ça me manque terriblement. Donc j'évite d'y penser et je surinvestis des activités artistiques que je peux faire, comme notamment l'écriture, parce que tu as mentionné, Sylvia, que j'écrivais beaucoup, oui, surtout en ce moment. Voilà. Donc pour moi, la rencontre, l'autre nous apporte au premier regard une perspective de nouveauté, d'exploration, de découverte d'un autre monde et de nous-mêmes. Et puis ensuite, il y a le premier contact physique. Et donc, je pense notamment au milonga, le premier regard, puis le premier contact physique, où là, il se passe une autre chose. Au niveau du contact, c'est une rencontre qui passe encore à un autre niveau, même si on ne se parle pas, surtout si on ne se parle pas, le regard, le toucher, et puis ensuite le dialogue des corps. Donc pour moi, la rencontre dans le tango, c'est ce mystère qui se produit parfois avec certaines personnes, cette alchimie qui se passe ou ne se passe pas avec certaines autres, et ce mystère que cela peut être, en tout cas pour moi c'est un mystère, mais un mystère dans le sens, comment dire, la magie de la vie, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, deux êtres qui ne se sont pas parlé, qui ne se connaissent pas, vont se choisir pour passer un moment, une tanda, et il va se passer quelque chose comme s'ils avaient toujours dansé depuis toujours ensemble. Et dans la vie, c'est aussi la même chose. Sachant qu'en milonga, c'est aussi la vie. Mais c'est une autre vie, je trouve, ou en tout cas, c'est une vie bien savoureuse et bien intense, moi qui me manque terriblement. Mais disons que dans la vie normale, dans nos rencontres de la vie de tous les jours, la rencontre va être avec plus d'automatisme, peut-être avec moins de mystère si on n'y met pas suffisamment de conscience. Et c'est là tout ce que peut aussi apporter la pratique du tango, je trouve. C'est une conscientisation de nous-mêmes, une connexion à nous-mêmes et une connexion différente avec les autres. Mais si nous ne sommes pas avec cette réflexion, si on est resté dans nos automatismes, la véritable rencontre, c'est intéressant de voir à quel moment elle se produit, ça va être différent pour chacun. Pour certains, ça va être à partir du moment où on va parler d'une thématique qui nous parle à tous les deux, à partir du moment où on aura découvert nos points communs. Pour d'autres, ça va être au premier regard, comme je disais tout à l'heure par rapport à l'espace, par exemple, des milongas. Et pour d'autres encore, il va falloir un petit peu plus de temps pour pouvoir dire qu'une rencontre a eu lieu et que ce n'est pas un passage. Et donc, c'est intéressant de s'interroger soi-même en se disant à partir de quand, pour moi, la rencontre a-t-elle lieu ? Est-ce que c'est au premier regard ? Est-ce que c'est à la première poignée de main, si c'est dans la vie normale ? Et pour le tango aussi, on peut se poser la question. Pour moi, je pense que bon nombre seront d'accord. C'est au premier regard qu'il se passe déjà quelque chose. Il y a une connexion qui a lieu et on sait à quel point la connexion est importante. Mais pour la vie de tous les jours, à quel moment la rencontre a-t-elle lieu ? Est-ce qu'elle a lieu au contact visuel ? Est-ce qu'elle a lieu au contact charnel, la poignée de main, quand nous pouvions à l'époque encore nous toucher, n'est-ce pas ? Là, pour le contact avec les yeux, vu qu'on a les masques, c'est bon, hein, on a plus que ça d'ailleurs. Et donc, on peut mirader à fond les ballons dans la rue. Hein. C'est vraiment, on est obligé de surinvestir des contacts. C'est intéressant en même temps pour moi d'analyser, d'observer, de voir comment on déplace notre manière d'entrer en contact avec des gens qu'on ne connaît pas.
avec ces restrictions. Alors, moi, j'ai essayé de prendre ça pour un jeu, parce que sinon, c'est extrêmement lourd à vivre. Et donc, j'ai imaginé que là, on me donnait un challenge. Comment tu rentres en contact si tu n'as pas les visages, si les gens ne voient pas ton visage, et si tu ne peux pas leur serrer la paluche et leur faire la bise. Et donc, le contact visuel, là, on a un terrain de jeu particulier et on voit à quel point on est obligé donc de déplacer nos modes de communication quand on masque une partie de notre visage ou qu'on nous empêche de communiquer comme on en a l'habitude. Mais en tout cas, c'est intéressant de se dire à partir de quand la rencontre a lieu, au regard, au toucher, à la première phrase, ou est-ce que c'est à un moment donné où nous nous rejoignons sur un thème commun, où nous parlons de quelque chose de commun, ou bien est-ce que c'est au moment où il y a une complicité? Et donc, je trouve que la complicité, c'est quelque chose que l'on retrouve aussi dans le partage de la danse. Et dans une tanda, il peut y avoir une complicité. Il y a d'ailleurs une complicité quand il y a de l'harmonie. Il y a une complicité qui va ensuite se situer à différents niveaux de conscience en fonction de nos personnalités, en fonction de notre conscience de nous-mêmes, de l'autre, de notre disponibilité à nous-mêmes et de la disponibilité que nous allons avoir vis-à-vis de l'autre. Et c'est là qu'on voit qu'il y a des ponts aussi dans la rencontre dite normale, classique de la vie normale. C'est que à quel moment on va être dans quelle disponibilité, c'est-à-dire est-ce qu'on va être plutôt de ceux qui attendent de voir, est-ce qu'on va plutôt être de ceux ou celles qui sommes dans une forme de générosité, est-ce que nous allons être, comme les empathiques le sont, à vouloir créer une complicité pour sentir qu'il y a du lien? Est-ce que, comme les introvertis, est-ce qu'on va attendre qu'on vienne à nous et que la personne donne la tonalité et ensuite on va se connecter à elle? Voilà, donc ça, c'est des questions que je vous offre. Toutes les réponses sont bonnes parce que nous sommes tous différents. Ce que je trouve important, c'est la conscience. Je suis conscient de quoi? Je découvre quoi de moi? Je découvre quoi des autres? Et on voit dans ce que j'ai dit finalement que dans le partage d'une tanda avec l'autre, ça c'est aussi ce qui peut se jouer. C'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que je suis dans l'attente, est-ce que je suis dans une réceptivité, une ouverture, un accueil du corps de l'autre et de son mouvement et de son énergie? Est-ce que je retiens aussi une information? Et ça, c'est vraiment ce qu'on va sentir dans la qualité de l'abrazo. Et je sais à quel point, je pense que Sylvia sera d'accord, à quel point les enseignants insistent sur la qualité de l'abrazo. Et moi, j'ai vraiment, et c'est ce que j'ai voulu partager dans mon roman « Écoute les signes que la vie t'envoie », j'ai vraiment eu envie de partager ce voyage, parce que pour moi, ça a été un voyage, et ça l'est à chaque fois, et ça l'est encore, ce voyage qu'est l'abrazo avec un autre. Et ce qui est fascinant, c'est que cet autre, on retrouve des copains dans les milongas de notre ville, et cet abrazo de cette personne avec qui nous avons déjà dansé un nombre de fois incalculable sera toujours un nouvel instant. On retrouve, c'est comme un pays qu'on vient visiter, on retrouve ce confort de son abrazo, on retrouve sa qualité d'enlacement, on y retrouve notre place, c'est un terrain connu, c'est un pays connu, et en même temps, à chaque fois, c'est une expérience nouvelle, à chaque fois, il y a une qualité de présence qui va être différente parce qu'on n'est pas toujours le même ou la même, c'est-à-dire en fonction de notre état du jour, en fonction de notre oui, de ce qu'on a en nous ce soir-là ou ce jour-là, si on danse l'après-midi. Mais ce dont nous sommes porteurs, en fait, va teinter notre abrazo. Et donc, l'abrazo de l'autre, on le reconnaît comme quand on retourne dans un pays qu'on connaît. Mais à chaque fois, comme pour une ville ou un pays qu'on connaît, bah tiens, on va découvrir un endroit, un angle de vue, une lumière qu'on n'avait pas. Et moi, c'est ce qui me passionne dans le tango, c'est que ça développe aussi ma capacité de découverte de l'autre dans la vraie vie. Et aussi, c'est venu alimenter
au sens noble du terme, vraiment nourrir ma pratique et nourrir ma capacité à donner et recevoir dans ma pratique professionnelle, mais aussi dans ma vie de tous les jours. Voilà, Sylvia, ce que déjà j'avais envie de dire par rapport à la rencontre, et je vois que je ne peux plus m'arrêter. Oui, c'est très intéressant. Avant de continuer, j'ai oublié de vous dire à tous que si vous avez des questions, vous pouvez les mettre au fur et à mesure dans le chat et je les poserai à Géraldine. Moi, j'ai une première question. Tu dis donc que ces rencontres peuvent se faire à des moments très différents. Est-ce que tu fais un parallèle entre la vie et le tango, donc la vie de tous les jours et le tango? Est-ce que généralement ces rencontres se font pour une personne, on va dire, au même moment dans le tango et dans la vie, ou bien elle aura plus de facilité d'un côté ou de l'autre? Est-ce que le tango va l'aider à, à se connecter à elle-même et à se rencontrer plus rapidement que dans la vie, ou vice-versa? Oui, absolument. Quand les personnes découvrent la pratique du tango, il y a une porte qui s'ouvre parce que grâce à l'enseignant, elles vont conscientiser leur corps et elles vont découvrir des sensations nouvelles avec elles-mêmes déjà. Donc il y a une rencontre avec soi, une rencontre qui n'a pas eu lieu de cette manière-là ailleurs, même s'il y a eu d'autres pratiques corporelles, d'autres pratiques de danse. Je trouve que dans le tango, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la finesse. Vraiment, je sais pas, j'ai l'image de quand on pose des fines pellicules d'or sur des toiles ou sur des peintures. Voilà, pour moi, vraiment, on vient ciseler, on vient être dans une finesse telle que des fines pellicules d'or qu'on pourrait déposer sur une sculpture ou sur un tableau, parce qu'il y a une telle finesse de perception à développer que voilà, pour moi, j'ai cette image-là, cette métaphore, ce symbole qui m'apparaît. Et donc, pour certaines personnes, ça va être riche d'enseignements. Déjà, les premiers contacts avec soi-même vont permettre à la personne de prendre conscience de à quel point elle est en paix ou non dans son contact avec elle-même. On a une relation au corps qui dit beaucoup aussi de notre relation avec nous-mêmes, de notre est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on ne s'aime pas, ne serait-ce que déjà le miroir, comment on va vivre le fait de se voir dans le miroir, et puis ensuite d'être en face de l'autre qui nous renvoie aussi de par sa présence et son toucher, qui va aussi nous renvoyer un certain nombre d'informations. On va découvrir, ou la personne qui découvre le tango va découvrir ses limites, là où elle a des facilités, dans sa connexion à elle-même et dans la connexion avec un autre. Et elle va s'enrichir de ses découvertes, elle va s'enrichir de ses difficultés, parce que c'est intéressant de voir ce qu'on n'arrive pas à assouplir. C'est intéressant de voir comment on n'arrive pas à recueillir l'information éventuellement, comment la connexion peut nous faire peur ou peut être difficile pour certaines personnes. Et ce qui est intéressant, c'est quand ensuite la personne va s'apercevoir que ce dont elle s'est nourrie pendant l'apprentissage de ses cours de tango, que ça vient avoir l'air de rien, sans s'en apercevoir, une incidence positive sur sa manière d'être en contact avec elle au quotidien et d'entrer en relation et en contact avec l'autre. Et je trouve que c'est très intéressant, les deux espaces sont très intéressants, comme on a dit tout à l'heure, l'espace de la danse, du tango et la vie dite de tous les jours. C'est très intéressant de voir à quel point il y a un phénomène de vase communicant, c'est-à-dire que plus la personne va découvrir certaines sensations, plus elle va s'apercevoir de là où c'est difficile et de là où c'est facile pour elle,
plus elle va être beaucoup plus consciente de ce qu'elle met en place dans sa façon d'entrer en contact avec les autres. De la même façon que quand on va voir une personne, par exemple, moi, il m'est arrivé, parce que Paris est grand, mais Paris est petit, sans faire de référence cinématographique. Et donc, je me suis parfois retrouvée avec, dans une même milonga, parfois une patiente que j'avais en consultation. Et c'était très intéressant pour moi. Je n'ai pas pu m'empêcher d'observer, tout en étant à mon activité de pause ou de danse. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir comment son corps se mouvait, comment elle accueillait l'autre ou pas, ses difficultés, son trac, puisque c'était une personne qui débutait. Et puis, je l'ai revue de milonga en milonga et j'ai pu voir l'évolution. Et on en a bien sûr parlé dans l'espace de thérapie. Donc, c'est quelqu'un qui sait gérer ces deux espaces et notre relation est toujours préservée et chacun est dans son espace de patiente et moi d'accompagnante. Mais on a pu quand même en parler et ça a été extrêmement porteur en termes de prise de conscience. Et nos échanges lui ont permis de pouvoir dépasser certains blocages qu'elle avait dans sa pratique, dans sa façon d'être et de recevoir et de donner et de s'installer dans l'abrazo et de découvrir aussi comment donner, offrir son abrazo à elle. Et donc, comment enlacer l'autre lui a permis de prendre conscience de comment elle avait peur de prendre l'autre, d'être en contact avec l'autre, tout comme elle avait peur d'être en contact avec la vie. Je trouve qu'il y a vraiment un parallèle qui est très intéressant, moi, qui me passionne. C'est que finalement, ce que j'ai pu observer au travers de moi et des personnes avec qui j'ai pu échanger, c'est que notre façon d'être dans la danse du tango, notre façon d'être avec l'autre, est parallèle et commune. Il y a des liens avec notre façon d'être avec la vie. Est-ce qu'on enlace la vie? Est-ce qu'on accueille la vie? Ou est-ce qu'on en a peur? Est-ce qu'on a peur de l'intensité de la vie? Est-ce qu'on a peur qu'elle nous prenne dans ses bras? Est-ce qu'on a peur ou non d'être emporté par elle? Donc, dans la danse, on est emporté par l'autre, on co-crée avec l'autre et on est aussi emporté par la musique l'un et l'autre. Et donc, ces parallèles-là sont très intéressants. La vie vient nourrir notre pratique de danse et notre apprentissage vient nous révéler à nous-mêmes sur là où nous en sommes, dans notre relation à nous, dans notre relation à l'autre et dans notre relation à la vie. D'accord. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein. Donc là, on voit clairement que il y a un échange, qu'on doit se positionner en fonction de ce qu'on attend, en fait, un petit peu du tango, hein, de la façon dont on veut danser, de la façon de ce qu'on veut exprimer, etc. Se positionner dans la danse et se positionner dans la vie. Et alors, je parle en tant que professeur de tango. Je vois mes élèves, quel que soit le niveau, pas que débutants, mais vraiment tous les niveaux, qui n'arrêtent pas de se disputer. Ah! Donc, oui, c'est ta faute, c'est toi qui fais ça, c'est toi qui mets le pied ici, c'est toi qui me pousse, c'est toi qui... Ok. Donc, comment les amener justement à cette conscience, à développer cette conscience pour qu'ils comprennent que finalement, c'est leur façon de se positionner qui aura qui aura une réaction chez l'autre personne. Absolument, j'ai le mot responsabilité, Sylvia, quand tu me poses cette question, quand tu nous offres cette perspective, cette situation, j'ai le mot responsabilité. Et c'est vrai que c'est comme dans la vie, en fait. Quand il se passe des trucs pas cool, qu'on n'aime pas, qui sont inconfortables, bah, qu'est-ce qu'on fait? On dit que c'est la faute de l'autre, hein. On va direct
refiler le truc, la patate chaude à notre voisin. Hein. Et dans notre vie de couple, c'est aussi la même chose. Et alors, quand on danse le tango ensemble, hein, alors là, c'est ce genre de situation qui peut arriver très facilement. C'est vachement tentant de faire ça avec notre chéri. Donc, je pense que oui, c'est très important de prendre conscience, mais c'est pas facile, hein, c'est pas facile du tout, de prendre conscience qu'en effet, la façon dont on va se positionner, mais dans la vie comme dans le tango, va avoir des répercussions qui iront dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que l'autre en face de nous va être en écho avec ce qu'on aura envoyé, non pas forcément comme mouvement si on reprend le tango, mais ne serait-ce que l'énergie dans laquelle nous allons être. Et c'est là la subtilité de la connexion, c'est que la connexion, elle démarre avant le contact physique parce qu'il y a la connexion à nous-mêmes déjà, et puis l'énergie qui va se dégager de nous, et la personne reçoit dans son inconscient ces informations-là. Elle en a une partie qui arrive à son conscient, et puis il y a une autre partie de ces informations subtiles qui arrive à son inconscient, et ça va donner ce que ça va donner. Et quand ça ne matche pas, quand il y a une incompréhension, et ben comme dans la vie, en effet, on va dire à l'autre que c'est lui ou elle qui n'a pas fait le bon mouvement de la même façon. Et donc, je trouve en effet que c'est hyper important, cette posture où finalement on assume que nous avons notre part, et peut-être plus que ce que nous aimerions penser, et c'est parfois pas confortable, ça vient titiller notre ego, mais petit à petit, on y arrive. Je trouve que c'est finalement un engagement qu'on devrait avoir dans notre pratique du tango, mais aussi dans la vie de tous les jours, de se dire, bon, quelle est ma part de responsabilité ? Mais quand je vous le dis, je pense à des situations, moi, aujourd'hui ou hier, où je me dis, tiens, c'est intéressant, j'aurais pu être encore un peu plus consciente et un peu plus attentive. C'est vraiment un travail qui n'en finit jamais, finalement, ceci. On avance à chaque fois un peu plus, mais on oublie tellement parce qu'on a tellement de mécanismes, d'habitudes relationnelles. Mais de se dire, voilà, j'ai été dans telle énergie, dans telle posture, j'avais telle intention, j'avais telle attente, j'ai dégagé telle énergie, voire j'ai transmis tel message. Et donc, il est logique qu'il y ait eu ce type de retour. Ensuite, ça passe aussi par le filtre de l'autre qui va percevoir d'une manière directe ou indirecte ce qu'on envoie comme information. Donc, on est tous les deux, si on pense au duo de la danse ou dans la vie, on est tous les deux finalement responsables des intentions que l'on émet, dans lesquelles nous sommes, des informations subtiles que nous envoyons, de comment nous recevons aussi ces informations de l'autre. Et on va co-créer quelque chose ensemble qui sera soit du chaos, soit de l'harmonie. Et si c'est du chaos, et par exemple dans notre apprentissage du tango, pourquoi pas se servir de ce chaos au lieu de reporter la faute sur l'autre et de se dire, ok, c'est tous les deux, on a co-créé ce chaos-là. Donc par exemple, pour reprendre ton exemple, un mouvement qui n'est pas abouti ou un message qui n'est pas entendu, une réponse qui n'est pas celle qu'on attendait ou qui devrait être suivant l'harmonie et la structure du corps aussi. Voilà, et de se dire, c'est pas grave, le chaos, c'est aussi ce qui nous permet d'apprendre. C'est-à-dire que je trouve qu'on apprend aussi beaucoup de ce qui ne matche pas, de ce qui ne marche pas, de ce qu'on n'arrive pas à faire, à vivre, à sentir, à recevoir dans le tango. Et ça peut nous rendre plus humbles dans notre vie de tous les jours, et de se dire, bah, on était deux, il y en a un qui a peut-être pas compris, mais il y en a peut-être un autre qui a peut-être mal envoyé le petit mouvement, la subtilité ou la qualité d'abrazo, ou n'était pas dans la connexion. Et donc, je trouve que ça amène finalement déjà
premier point à une forme d'humilité, ça peut aussi, je trouve, amener à une certaine forme de sagesse qu'on peut ensuite incarner dans notre vie de tous les jours. Et c'est là qu'on voit que dans l'espace du tango, comme dans l'espace de la vie de tous les jours, suivant là où on en est, on va avoir notre ego qui va se braquer et faire beaucoup de bruit ou pas. Et donc, dans la mesure du possible, ce serait intéressant de pouvoir prendre conscience des moments où notre ego s'empare de la situation. Ça ne fait qu'accentuer la problématique parce qu'en face, la personne va aussi répondre d'une façon très égotique aussi. Et comment on peut assouplir la chose et y mettre un petit peu plus de sagesse et du coup, de distiller aussi un petit peu plus d'harmonie. Et du coup, on peut découvrir ce qu'il y a derrière parce que tant qu'on focalise sur ce qui ne s'est pas passé, ce qui s'est mal passé, tant qu'on dit que c'est la faute de l'autre, ben, on perd du temps parce qu'il y a aussi d'autres choses à découvrir et que si on laisse tomber ces trucs un peu égotiques, et ben derrière, on peut aussi découvrir des choses bien, bien savoureuses et bien intéressantes et constructives. Oui, donc c'est un petit peu, devenir adulte, dans la danse et dans le tango en tout cas, quand on se positionne et que, on est pleinement conscient de notre attitude et de ce qu'elle peut, refléter. Mmh. Alors je m'attendais pas à poser toutes les questions, donc vraiment je vous invite à poser des questions. Sinon, qu'est-ce que tu peux dire sur alors dans la vie de tous les jours, surtout, ici en France, on n'est pas trop dans le toucher. On se fait la bise de loin, on se touche à peine la joue, on se prend pas vraiment dans les bras. Qu'est-ce que tu peux dire sur l'importance du contact? Pour moi, c'est fondamental et c'est vrai que suivant l'éducation qu'on aura reçue, suivant le bain culturel dans lequel on aura été et suivant aussi notre personnalité, on va avoir une difficulté ou une facilité avec le toucher. C'est vrai, maintenant que tu le dis, ça me rappelle plein de situations où je trouve que c'est riche d'enseignements, cette distance. Cette difficulté du contact, en fait, elle dit deux choses. On peut répartir de deux façons déjà. C'est plus subtil, mais disons que déjà, il y a deux choses intéressantes. C'est-à-dire que, est-ce que ça provient d'habitudes éducatives, culturelles, ou est-ce que la personne a du mal à entrer en relation, a du mal avec sa corporalité et la corporalité de l'autre? Est-ce que c'est une personne qui a un souci avec l'intrusion? Ça, j'en ai pas parlé jusque-là, mais c'est quelque chose qui est très, très intéressant d'observer, notamment pour les personnes qui vont découvrir la pratique du tango. Ce qui va les marquer, c'est cette proximité avec l'autre, justement. C'est se toucher. Et alors, certaines personnes qui ont des difficultés avec ça vont prendre dans les bras, mais ne vont pas habiter le moment, ne vont pas habiter leur corps et ne vont pas être dans la conscience du toucher. Parce que ça peut réveiller certaines expériences douloureuses. Il peut y avoir des craintes d'être envahi par le corps de l'autre, mais aussi éventuellement par les intentions de l'autre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une peur de l'intrusion, qu'elle soit psychique ou physique. Et donc, c'est aussi ça qui, chez certaines personnes, va donner des attitudes de distance. Et donc, je trouve que la pratique du tango, quand on découvre cette rencontre, cette connexion, cet abrazo, cet enlacement, ça peut être très thérapeutique, mais c'est important que la personne puisse être accompagnée pour qu'elle puisse, pour qu'il n'y ait pas des peurs trop fortes et des mécanismes de défense trop importants et qu'elle puisse dépasser certaines choses, certaines limites, un certain embarras, voire un certain mal-être. Dans la vie de tous les jours, je trouve que c'est important de respecter cette difficulté du contact chez l'autre parce qu'on ne sait pas ce que ça peut générer chez lui, mais ou elle, c'est intéressant de voir en tout cas comment l'autre, ce que l'autre dit avec son corps en fait. Ce que l'autre dit avec son corps, aussi bien dans la distance, dans la retenue. Tu parlais de cette bise
de loin. Ou bien, enfin voilà, ce que ça dit, je trouve, de l'autre, et de respecter ça aussi. Mais ce qui est important aussi, c'est que quand on sent qu'on a une difficulté avec le contact, que ce soit culturel ou pas finalement, c'est de s'autoriser à aller explorer avec beaucoup, 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 beaucoup de douceur, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect, mais de passer par des étapes graduelles pour petit à petit rentrer en contact véritablement avec l'autre. Et là, je ne peux pas m'empêcher à nouveau de faire le lien avec le contact avec la vie. C'est-à-dire les personnes qui sont très généreuses, qui prennent dans leurs bras, qui sont vraiment présentes, elles sont souvent présentes à leur corps, et ce sont des personnes qui sont présentes à la vie. Et moi, j'adore, hein, forcément. Et je trouve que c'est très généreux. Voilà, c'est très, très généreux. Et les personnes qui ont peur du contact, si c'est culturel, là, le dépassement va être plus facile parce que les peurs vont plonger leurs racines beaucoup moins profondément dans la structure. C'est important qu'elles puissent prendre conscience que la corporalité, le contact, la relation à l'autre via le corps est un autre mode de communication, et que c'est un acte très généreux, et que c'est un acte de présence à l'autre. Et suivant sa capacité à recevoir ou non, ça va donner quelque chose de fluide ou pas, mais la présence à l'autre, la générosité, tu vois, rien que de le dire, je trouve que c'est savoureux, quoi. Et dans cette période de confinement, ça donne envie, rien que quand je le dis, moi, ça me donne envie de prendre les personnes dans mes bras. Donc, il y a un micro d'ouvert, merci. Ça m'a perturbée. Voilà, et je pense que ça peut aussi, tu parlais de notre, que c'est culturel en France, je pense que ça dit aussi de notre mentalité, et que ça peut être intéressant qu'individuellement on se pose des questions par rapport à quand on va à l'étranger. Moi j'ai beaucoup voyagé jusqu'au mois de mars, et j'ai beaucoup appris sur l'impact de ma culture sur moi. Et ça m'a j'ai découvert des modes d'entrée en contact différents de nous. Et à chaque fois, dans tous les pays où je suis allée, j'ai appris un peu plus de comment les gens communiquent leur amitié, leur affection, leur sympathie. Et je me suis aperçue des avantages de notre culture française et des limitations. Et je me suis dit aussi que c'était important vis-à-vis des étrangers avec qui on entre en contact. Qu'est-ce qu'on a envie de leur transmettre? Qu'est-ce qu'on a envie de leur montrer? Et qu'est-ce qu'on est capable aussi de recevoir en termes de différence? Et bien entendu, je trouve qu'on apprend tellement dans la différence de l'autre, on apprend tellement en accueillant la différence. Et puis on voit aussi où on en est en termes de difficultés, de résistance, de croyances limitantes qu'on pourrait avoir, et ça permet de se poser les bonnes questions et de continuer l'exploration de ce que c'est que de se découvrir et découvrir encore un peu plus l'art de la relation, l'art de la rencontre, nos capacités ou nos difficultés à relationner, à communiquer, à donner, recevoir. D'accord. Il y a un micro d'ouvert. Pardon. Voilà. Alors, il y a une question de Claude. Être adulte dans la danse, c'est aussi ne pas se sentir responsable de tout, surtout quand on est guideur. Et pourtant, 3 points de suspension. Donc, comment se rééduquer? Ouais, c'est super important, ne pas se sentir responsable de tout quand on est leader. Ça me fait penser à de nombreuses situations, comme me rapportent les personnes en consultation, notamment dans les relations, comment on peut être dans le sauvetage. En fait, ça me fait penser au sauvetage.
comment je vais toujours être dans une forme de culpabilité finalement et me sentir responsable de l'orientation de la relation, du fait qu'elle fonctionne ou qu'elle ne fonctionne pas, que la personne soit confort ou pas confort. Et donc, du coup, je vais prendre 200% de la responsabilité de la relation. Ben, je trouve que dans la danse, c'est pareil, dans le tango, c'est pareil. Et qu'il y a en effet, et ça, moi, ça m'a vachement appris dans mon apprentissage du tango. J'étais de celles, je ne suis pas psychopraticienne pour rien, hein, j'étais de celles qui étaient dans le sauvetage, hein, forcément. Voilà, je vous le dis tout de suite. Hein. Et donc, je me sentais responsable de tout, même en étant suiveur. Et ça m'a fait énormément travailler ce sujet-là. Ça a été sur ce sujet-là ma meilleure thérapie. L'apprentissage du tango sur le sujet de qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui appartient à l'autre et comment j'assume ce qui m'appartient et j'assume que ça ne m'appartient pas. Cette répartition, cette diffusion, alors vous allez me dire c'est complètement paradoxal parce que l'abrazo, on fusionne, eh ben non, en fait, c'est 1 plus 1 égale 2 et on ne se fond pas dans l'autre. Bien entendu, moi au début, j'étais là-dedans, hein, c'est-à-dire je me quittais d'une certaine façon pour habiter l'autre. J'exagère un peu, mais c'est pour vous donner une idée. Et c'est un apprentissage, un vécu qui porte ses fruits dans la vie de tous les jours ensuite, qui est puissant, quand on comprend dans quelle mesure on doit prendre racine au-dedans de soi et on doit laisser l'autre habiter son propre espace et que chacun est co-créateur de ce moment de danse, mais comme chacun est co-créateur de ce moment d'amitié, d'amour, quelle que soit la relation, et que chacun habite son propre espace et en même temps crée quelque chose ensemble. Et c'est vraiment de l'ordre du ressenti et aussi de la posture, c'est de la posture physique, énergétique et psychologique. Et je trouve ça passionnant et extrêmement puissant dans le tango, c'est que ça ne loupe pas. Si jamais on se désinvestit notre propre espace, si on ne s'habite plus, ça se sent tout de suite. Le partenaire le sent, ou bien dans notre danse, il y a la déconnexion d'ailleurs. Si on est trop à être responsable du confort de l'autre, du bien-être de l'autre, de s'il comprend ce qu'on lui dit, etc., 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 eh bien, on crée aussi, là aussi, un déséquilibre. Alors, c'est facile à dire, c'est vraiment de l'ordre du ressenti. C'est une exploration, moi, qui m'a énormément, énormément enrichie. Ça m'a énormément apporté personnellement par rapport à mon équilibre vis-à-vis de moi-même et dans mes relations. Ça m'a énormément apporté, bien entendu, ensuite dans ma pratique et bien entendu dans ma danse, hein, mais ça va de soi. Mais disons que c'est un élément, cette prise de conscience et de découvrir, d'arriver à sentir. Il y a à la fois une décision et à la fois une découverte en termes de sensations. C'est très intéressant à explorer. Alors, bien entendu, on va avoir des tests, hein. En milonga, on va avoir des personnes qui vont nous renvoyer à éventuellement là où on en est ou au reste du chemin qu'on a à faire. Et je trouve que, voilà, pour moi, les milongas, c'est un espace de partage, de bien-être, de co-création, d'un vécu de vie, enfin voilà. Mais il y a aussi des moments comme dans la vie où il y a des personnes avec qui on va danser et il va se passer quelque chose de pas confortable qui nous renvoie en fait à là où on en est, qui nous teste aussi. Il peut y avoir des situations où on a avancé par rapport à cette prise de conscience qu'on n'est pas responsable de tout et que chacun sa part et avoir une personne qui vient nous renvoyer que c'est de notre faute et qu'en fait, on a mal guidé ou on a mal envoyé l'info ou on l'a mal reçu. Et donc, comment on fait avec ça? Comment on accueille ça? Qu'est-ce que ça vient toucher? Est-ce que ça nous bouleverse? Est-ce que ça nous fait perdre tous nos moyens? Est-ce qu'on rentre à la maison, on danse plus?
est-ce qu'on se dit qu'on va lâcher le tango? Ça, je suis sûre que ça arrive à tout le monde. Et qu'on y retourne parce que c'est une passion, en tout cas pour moi, c'est une passion viscérale. Mais il y a des moments qui peuvent être extrêmement confrontants, comme ça peut l'être dans des groupes de parole, de thérapie ou dans la vie. Et c'est en ça que c'est un espace d'enseignement. C'est plus qu'un espace de travail sur soi au sens psychologique. Moi, j'ai vraiment vécu, et je le vis encore, quand on peut avoir des milongas, je le vis encore comme un espace en fait de connaissance de moi-même et un espace d'enseignement, mais au-delà de la dimension psychologique, vraiment d'enseignement en termes de là où j'en suis en tant qu'être humain, ma posture, mon respect de moi-même, mon respect de l'autre, comment j'arrête de sauver, ma générosité ou pas, mes retenues, mes croyances limitantes, mes freins, etc., etc., etc. Et c'est riche d'enseignements, c'est fabuleux, c'est magnifique. On ne t'entend pas, Sylvia. Tu as coupé le micro. Pardon. Voilà, super. Est-ce que tu peux nous donner ta définition, ou une définition, ou ta définition de la fusion, et de nous dire si c'est pas peut-être une étape dans laquelle on doit être un moment pour retrouver un certain équilibre ensuite? Ah, absolument, absolument, ouais. Comme dans la vie, finalement. La fusion, pour expliquer la fusion, j'utilise toujours les premiers moments, les débuts d'une relation amoureuse. Là, tout le monde sait ce que c'est la fusion dans ces cas-là. La fusion, c'est ce qu'on a aussi connu quand on était nourrisson avec notre mère. C'est-à-dire qu'il y a les contours de notre être sont flous. On ne sait plus où on commence et où on finit, ainsi que où commence et où finit l'autre. C'est-à-dire qu'on se fond dans l'autre, l'autre se fond dans nous. Voilà. La fusion psychologique, c'est quand on va, au niveau relationnel, je vais plutôt dire ça que psychologique. La fusion au niveau relationnel, ce que j'ai pu observer chez bon nombre de personnes, c'est qu'elles vont ne pas écouter leurs besoins. Elles vont avoir, 80% de leur attention sur l'autre et 10% sur elles en termes de ressenti, en termes de connexion à elles-mêmes. C'est-à-dire que l'attention est focusée sur l'autre, les besoins de l'autre passent avant. L'attente de l'autre et comment on va y répondre. Voilà, et donc tout est calé par rapport à l'autre. Ça, c'est au niveau relationnel. Et donc, on voit qu'au niveau du tango, c'est aussi ce qui peut se passer et qui va créer un déséquilibre dans le partage de la danse et une difficulté au niveau de la connexion. Et je ne me souviens plus quelle est la deuxième partie de ta question. Est-ce que c'est un passage important pour retrouver Ah oui, un équilibre? oui, oui. Et Oui, du oui, coup, oui. excuse-moi, j'en ai une autre aussi. Est-ce que dans le couple, que ce soit dans la danse ou dans la vie, est-ce que il est possible qu'une seule personne sur les deux soit dans la fusion et pas l'autre? Alors oui, si j'oublie, tu me rediras. Mais donc oui, le passage par la fusion est une étape, comme nous l'avons été au début de notre développement de l'enfant. Hein. Je parlais de l'enfant avec la mère ou avec le parent. Et petit à petit, on va s'autonomiser, devenir un. Je vais éviter d'utiliser mon jargon psy ou jungien. Voilà. Donc je vais on est dans la fusion, qui est un espace qui est celui que nous avons besoin d'expérimenter, que ce soit dans la vie, comme je le disais, par rapport à notre développement de l'enfant, ou aussi dans la danse. Parce que dans la danse, quand on démarre, quand on débute le tango, on peut être en effet avec une idée que la fusion, c'est ce qui va nous permettre d'accéder à une certaine compréhension en termes sensoriels. Et c'est pas faux. Et c'est pas faux. C'est vrai que si une personne sent qu'elle a des freins et qu'elle vient la fusion, enfin, en tout cas, le chemin de la fusion peut lui permettre de lâcher certains freins, en fait. Et du coup, de lâcher certaines choses et du coup, d'avoir la saveur d'autres choses. Et puis ensuite, de pouvoir ensuite
savoir où est l'autre, où je suis. Et donc là, on commence à redéfinir les contours de notre corps ou de notre être. Et donc, c'est intéressant cette idée de plonger, en fait, comme de plonger dans un océan. Ou quand on plonge, tiens, quand on plonge et qu'on est pendant un certain moment en train de nager et qu'ensuite on ressort de l'eau, c'est à ce moment-là qu'on a cette sensation du poids du corps, puisqu'on flottait dans l'eau. Et donc, on retrouve aussi des mémoires de quand on était fœtus dans le ventre de notre mère, où là aussi, il y avait une fusion et on flottait. Et quand on sort de l'eau à la piscine ou à la mer, et tout d'un coup, on sent notre corps vachement lourd, vachement lourd, vachement lourd. Bah, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire cette expérimentation de la fusion pour ensuite, quand on en sort, avoir une perception différente de nous-mêmes et trouver l'équilibre. C'est-à-dire que c'est toujours porteur et enrichissant de toute façon d'expérimenter nos polarités, d'expérimenter le lourd, le léger, la fusion, la non-fusion, enfin, le contact, le non-contact. Et c'est à ce moment-là qu'on trouve les subtilités qu'il y a entre les deux. Et pour nos dimensions intérieures, c'est aussi la même chose. C'est-à-dire qu'on connaît beaucoup une tendance et on rejette, on refoule ou on nie une autre tendance. Et c'est intéressant de pouvoir découvrir les différentes parties de nous-mêmes pour pouvoir trouver un équilibre et savoir vraiment de quoi il s'agit. Et donc, en effet, d'expérimenter la fusion va nous permettre de mieux savoir se positionner, se situer, de davantage être conscient de quand est-ce qu'on est coupé de l'autre, par exemple. Et donc, je trouve qu'il y a des exercices très intéressants que tu connais sûrement, Sylvia, que tu as dû faire expérimenter aux personnes qui te suivent, des expériences de ressenti corporel pour pouvoir trouver les subtilités, de les emmener vers un vécu corporel très marqué pour qu'ensuite ils comprennent ce que c'est que ce que tu as essayé de leur transmettre, par exemple. Oui, effectivement, ça m'arrive pour plein de choses différentes, de travailler un petit peu dans les 2 extrêmes aussi pour, qu'ils soient, Voilà. et alors ma deuxième question, c'était est-ce que dans le couple, il est possible qu'une seule des 2 personnes soit en fusion ou c'est forcément les 2? Non, non, tout à fait. Oui, c'est bien, j'avais oublié. Les deux ne sont pas nécessairement en fusion. C'est-à-dire que, par exemple, puisque c'est une de mes spécialités, la dépendance affective, les dépendants affectifs vont souvent être attirés par des indifférents, des froids ou des personnes qui sont en tout cas pas sur le même mode de fonctionnement, c'est-à-dire pas fusionnels. Pourquoi elles font ça? C'est parce qu'elles sont dans un schéma de répétition ou bien elles vont vers ce qu'elles ont connu si elles ont eu des parents plutôt froids, distants, etc. Donc, il y a des configurations de couple comme ça où il y en a un qui va être avec des demandes fusionnelles, avec un comportement, avec une tendance fusionnelle et l'autre partenaire qui va être qui ne va pas rentrer dans ce côté fusionnel. Et donc, ça peut être compliqué pour les deux. C'est-à-dire qu'il y en a un qui peut trouver que la demande est too much, c'est-à-dire qu'elle est trop. Et puis l'autre, la personne qui est plus dans une demande fusionnelle, elle va être dans une quête et c'est de toute façon une demande qui est constante. Surtout pour les dépendants affectifs, c'est un puits sans fond. C'est-à-dire que ça n'est jamais suffisant. Il y a besoin d'être assuré. Il y a besoin de se sentir en fusion et c'est ça qui rassure, etc., etc. Et c'est perceptible dans la façon de danser de l'un et de l'autre, s'ils dansent ensemble ou même s'ils ne dansent pas ensemble. C'est une tonalité, le fusionnel et le non fusionnel, ça va se voir dans sa corporalité. Après, quand les personnes travaillent en tango et travaillent dans l'espace thérapeutique, dans l'espace de recherche sur eux-mêmes, ça va changer. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va voir aussi bien sur le mode relationnel que dans la relation avec le partenaire de danse ou les partenaires, enfin en tout cas en dansant,
on va avoir une transformation chez la personne au fur et à mesure qu'il y a une transformation à l'intérieur d'elle-même. Donc, les personnes qui sont avec des demandes fusionnelles et qui partagent leur vie avec quelqu'un qui ne répond pas à ceci, ce sont souvent celles qui viennent me consulter, par exemple, ou qui viennent consulter mes confrères et mes consoeurs, parce que ça peut créer une frustration, de la tristesse, ça peut réveiller aussi des douleurs, des souffrances, des mémoires, un vécu de l'enfance. Et alors, tout vient se mélanger, le vécu d'hier avec les blessures qui ne sont pas guéries, et ça vient se mélanger avec l'histoire du couple. Bien entendu, le couple, ce qui se passe dans le couple réactive ce qu'on n'a pas réglé, bien entendu. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, voilà, c'est de pouvoir travailler dessus, guérir les blessures et avancer petit à petit, devenir de plus en plus conscient de comment on est fusionnel, où est-ce que ça se joue, à quel moment, ne pas se juger de ça, juste observer. Et puis petit à petit, dans le travail, il y a une maturité émotionnelle qui commence à émerger et la personne est de moins en moins dans une demande fusionnelle et elle trouve un état d'être qui correspond à sa personnalité et ensuite, dans le couple, ça s'améliore ou pas. Parce que parfois, quand on se révèle à soi-même, voilà. Mais bon, c'est la vie. Hein. Mais en tout cas, voilà le processus par lequel on peut passer à la fois dans la pratique, l'apprentissage du tango et aussi dans le travail sur soi. D'accord. Alors, on a une question de Catherine. Avez-vous connaissance d'essais ou d'expériences de thérapie psychologique par le tango? Je crois que Véronique, qui est ici présente, donnait, enfin, je sais pas, avec le confinement, donnait des ateliers à ce sujet. Donc, on pourra mettre son adresse. Moi, j'avais envie de le faire et puis j'ai trop de choses à faire. Et puis, voilà, j'ai des collègues qui le font très bien. Il n'y en a pas beaucoup, mais je laisse ça à ceux qui le font déjà. Mais oui, oui, il y a, et c'est super. Moi, j'avais des idées. Voilà, j'ai une liste d'exercices qui est prête pour un jour, si jamais on me le demande. Mais en tout cas, il y a en effet des praticiens qui sont à la fois des danseurs de tango passionnés et dont la profession est l'accompagnement psy, quelle que soit l'école hein, d'où l'on vient, et qui proposent une sorte d'éveil en fait à une autre forme de relation à soi et d'éveil corporel et relationnel. Voilà, donc il y a, en tout cas sur Paris, alors excusez-moi, voilà, je parle en bonne parisienne. Excusez-moi, je ne sais pas pour les autres villes, mais donc je pense que Google, malheureusement, ou d'autres moteurs de recherche sauront répondre à la demande. Oui, d'ailleurs, Véronique a répondu. Elle a écrit un livre, Tango argentin et psychanalyse, innovation thérapeutique, édition L'Harmattan, L'Armatan. 2019. Et effectivement, elle donne aussi des ateliers. Bah, Véronique, si tu veux mettre l'adresse de ton site dans le chat, vas-y, comme ça les gens l'auront. Ensuite, une question de Yann. Un de mes anciens professeurs annonçait ses bienfaits pour vaincre la maladie de Parkinson, donc les bienfaits du tango, notamment par la maîtrise corporelle que cette danse exige. Pour Alzheimer aussi, je crois. Absolument. Donc, moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, donc je ne pourrais pas en parler aussi bien que des spécialistes mais, sur ce sujet. Mais en effet, il y a des études qui ont été faites. Ces derniers temps, on a beaucoup avancé sur la découverte, en effet, la dimension thérapeutique au sens que ça retarde l'évolution de ces maladies et que ça entretient une certaine connexion au niveau neuronal, hein, d'après ce que j'ai compris. Et voilà, je trouve ça magnifique parce que ça prouve quoi ? Ça prouve que le contact, la corporalité, parce qu'il n'y a pas seulement le fait de danser, donc on sait que la danse, de faire danser des personnes âgées qui ont des problématiques de cet ordre-là, ou même de toute façon des très 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 vieilles personnes, on leur met de la musique, on les invite à danser, à se mouvoir. Ça permet de
de se reconnecter au corps d'une façon plus ludique, différente, parce que parfois elles ont des douleurs, des handicaps, donc c'est très, voilà, il y a une association, dès qu'elles se connectent au corps, si c'est pour ressentir une limitation des douleurs et leur handicap, c'est pas bon du tout psychologiquement. Et donc, il y a des activités qui leur sont proposées, notamment dans les maisons de retraite, où les personnes âgées peuvent danser à leur rythme, avec les mouvements qui leur viennent spontanément sur la musique. Donc déjà, ça, on a vu que ça avait vraiment une portée au niveau psychologique déjà très, très important et que c'était très bénéfique. Et le tango, ce qui est très intéressant, c'est que donc il y a le toucher avec l'autre, il y a la relation, il y a quelque chose qui se passe au niveau moteur, mais je pense aussi qu'il se passe vraiment quelque chose d'important au niveau du contact, de la relation, du dialogue qu'il va y avoir, du dialogue du corps, du contact, et c'est extrêmement important. Et j'espère qu'on va encore faire davantage de recherches et d'études sur l'importance de ce type de danse, parce qu'il y a différentes danses à deux, mais le tango a vraiment ces subtilités de la connexion, de l'enlacement, de l'écoute de l'autre, de l'accueil de l'autre. Et donc, pour les personnes qui ont ce type de maladie, je pense qu'elles sont sensibles à cette énergie-là. Elles sont sensibles à ce contact-là. Elles en ont besoin. Donc, je suis sûre qu'on va découvrir encore d'autres choses et qu'on va pouvoir évoluer et introduire petit à petit davantage ce type de pratique pour aider ces personnes. Et j'espère que nous, quand on sera vieux, on pourra en bénéficier. Voilà. Une question de Josiane. Dans la présentation de la soirée, il était écrit « Comment établir une bonne relation à soi et quelles peuvent en être les étapes ?» Des éléments ont été apportés, mais aurais-tu d'autres choses à nous apporter ? Merci de rappeler ça. Oui, c'est un élément que j'avais oublié, ou en tout cas, je l'ai survolé. Donc, moi, je dis toujours, c'est l'objet d'un de mes livres, que la véritable rencontre avec l'autre ne peut pas être possible si on ne s'est pas rencontré. Et donc, la rencontre avec soi est une étape qui est pour moi fondamentale. On est avec nous-mêmes depuis toujours, on va être avec nous-mêmes pour longtemps. Donc, on est la personne avec qui on passe le plus clair de notre temps, hein. Mais on l'oublie. En fait, on n'est pas en contact avec nous. On est souvent avec beaucoup d'automatisme. En plus, on est dans une société qui nous met beaucoup à l'extérieur, hein, qui nous sollicite beaucoup, où notre attention est portée à l'extérieur, enfin, jusqu'à mi-mars dernier, où là, on a bien été obligé de se retrouver avec nous-mêmes. Et pour certaines personnes, ça a été compliqué d'ailleurs. Pas seulement par rapport à la solitude, bien qu'en effet, la solitude, la solitude renvoie au fait qu'on n'est pas bien avec soi-même, on n'est pas son meilleur ami, on n'est pas la meilleure personne avec qui on aime être. Et donc finalement, cette rencontre avec soi, elle doit se faire graduellement. Alors bien entendu, elle se fait par une conscience de nos ressentis corporels déjà. Alors, nous sommes ici dans l'instant présent. Quel est le meilleur moyen de se sentir connecté à soi ? C'est de prendre conscience des sensations de notre corps. Par exemple, là, vous êtes pour la plupart, je crois, assis, et donc de sentir les points de contact de votre corps sur votre fauteuil, de sentir les points d'appui de vos pieds, les points d'appui de votre dos éventuellement sur votre fauteuil, et de conscientiser davantage ces connexions corporelles, hein, ces points de contact. Ça vous ramène à l'instant présent. Quand vous êtes connecté aux sensations corporelles, vous êtes dans l'instant présent. Vous ne pensez pas à hier, à demain. Vous êtes là à suivre ce que je suis en train de dire et à vous dire « Ah tiens, j'ai un petit peu mal sur la fesse gauche. Hop, je me mets un peu plus sur la fesse droite. » Et donc, cette connexion avec le corps, vous êtes dans l'instant présent. Et quand on est dans cet instant-là, on est en train de se rapprocher de soi. Par exemple, on peut sentir à l'intérieur si c'est tendu,
voyez, j'ai fait une respiration profonde parce que là, j'ai senti au plexus solaire que c'était un petit peu compressé parce que je suis en train de vous parler, que j'ai envie de transmettre mon message et j'ai envie de vous faire sentir des belles sensations. Donc, j'ai respiré parce que voilà, je peux transmettre des belles sensations, je peux transmettre des beaux messages et je peux transmettre plein de choses, mais voilà, en étant dans cet instant présent, en étant dans cette détente du corps. Et donc là, on est en prenant conscience de notre respiration, de nos tensions ou non internes, on se rapproche de soi. Ça passe beaucoup d'abord par le corps. C'est être dans la pleine conscience, c'est-à-dire je suis pleinement consciente, là, maintenant, des points d'appui de mon corps sur le canapé sur lequel je suis assise. Je suis pleinement consciente de ma respiration et je fais en sorte qu'elle ne soit pas courte et qu'elle soit profonde. Je suis pleinement consciente de ce que je suis en train de vous dire. Et pour les personnes qui sont allongées, je viens juste de voir le petit message, c'est pareil. Vous pouvez avoir aussi ce type de sensation. L'important, c'est qu'est-ce que je sens là, maintenant, dans cet instant présent. Et en fonction de ce que je sens dans ma corporalité, je suis en train de me rapprocher de moi-même. Et ensuite, vous pouvez aller un petit peu plus loin. Est-ce que je me sens bien là, maintenant, avec moi? Parce que vous pouvez vous sentir bien ou pas bien avec nous. J'espère que vous vous sentez bien, mais bon, ça peut arriver. Mais là, avec vous, est-ce que vous êtes bien avec vous? Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec vous? Et alors ensuite, il y a une troisième étape. C'est est-ce que vous avez envie d'être comme votre meilleur ami? En fait, la rencontre avec soi-même, entrer en relation avec soi, c'est être comme avec sa meilleure amie. Mais vraiment sa meilleure amie, hein. The best. Hein. Ou même un bon parent, même si vous n'en avez pas eu de bons parents. On connaît des bons parents, on connaît des archétypes de bons parents dans les films, dans les séries, dans les livres. Il ne faut pas hésiter à aller s'inspirer d'archétypes, de personnages fictifs parce qu'ils représentent dans notre inconscient quelque chose d'important. Donc, être sa meilleure amie, être un bon parent et un élément essentiel et excessivement important à mon sens, et je le travaille beaucoup avec les personnes que j'accompagne, c'est de se rendre compte quand on est dans l'autocritique et l'auto-jugement, parce que ça, on se fait un mal de chien avec ça. Et ça vient de notre éducation, mais ça vient aussi d'autres choses et aussi d'un mode de fonctionnement de la société. Toutes les fois où vous êtes dans l'autocritique et l'auto-jugement, de vous en rendre compte en douceur et de transformer ça. C'est-à-dire que l'autocritique, elle ne sert pas à devenir meilleure, elle ne sert qu'à vous inhiber. Par contre, vous pouvez vous dire, j'ai fait du mieux que j'ai pu avec ce que j'avais à ce moment-là. Comment je ferai la prochaine fois? Tout simplement. Ça, c'est être plus doux avec soi-même. L'entrée en contact, l'entrée en relation avec soi, elle se fait par la douceur. Ça, c'est comme le mot gentillesse hein, dans notre société, c'est compliqué encore. Hein. On y travaille, mais faut être fort, faut trimer. La valeur, c'est que dans la souffrance. Eh bien, ça, faut oublier. Redevenez doux avec vous-même. Tordez le cou à l'autocritique. Portez un regard sur vous objectif et vous allez voir que là, va y avoir une connexion qui va commencer à s'établir. Donc, vous avez vu qu'on est parti du corps, comme pour le tango. On était dans l'instant présent, puis ensuite, on est allé regarder et sentir à l'intérieur de nous-mêmes où en est la respiration, où en sont certaines tensions, puis on est allé voir encore un peu plus loin, est-ce que je suis bien avec moi, est-ce que je m'apprécie, ou est-ce que c'est plutôt orageux entre moi et moi? Et donc ça, c'est ce que j'appelle le chemin vers l'amour de soi. Et l'amour de soi, c'est une rencontre avec soi. Et à partir du moment où on effectue ce processus de découverte de ce voyage intérieur, on va lâcher un certain nombre de croyances, de colère, d'attentes, de préjugés que l'on aura eu auparavant vis-à-vis des autres. Et notre relation, elle va être plus fluide, plus harmonieuse, et ça va avoir des répercussions très positives dans notre façon de relationner.
Alors, je ne dis pas que ça va être un paradis, parce qu'il y a des personnes avec qui on n'est pas compatible. Mais comme on s'est rencontrés, on sait davantage avec qui on est compatible et avec qui on ne l'est pas, avec qui on peut faire un bout de chemin ensemble, et quelle est aussi notre part de prise de conscience pour co-créer avec l'autre. Mais la rencontre avec soi, elle se fait, voilà, par exemple, c'est par ces différents paliers. Bien entendu, le travail sur soi en consultation, c'est l'espace de connaissance de soi, c'est l'espace de rencontre de soi, où on est avec un autre qui va être notre guide, qui a la carte routière et qui connaît un peu le terrain. Mais c'est nous qui faisons le chemin en tant que patients, bien entendu. Mais ça va plus vite en termes de connaissance de soi, parce que le risque de le faire tout seul, c'est comme dans le désert, si on marche sans boussole, ben on tourne en rond. Attends, je coupe un micro. Voilà. Alors moi, j'ai une question. À partir du moment où on fait ce voyage à l'intérieur de soi, qu'on apprend à se connaître et qu'on arrive, à partir du moment où on se connaît mieux, on arrive à s'accepter tel que l'on est. Si on est dans l'acceptation de nous-mêmes et de la vie, est-ce que ça peut nous aider en termes de technique dans la danse du tango à mieux appréhender l'improvisation, puisque le tango, c'est quand même une danse d'improvisation, et à se libérer des schémas chorégraphiques, des séquences qu'on a apprises, parce que ça arrive très souvent des gens qui disent mais en fait, moi j'ai appris ça, ça et ça, et j'arrive pas à faire autre chose. Ah, c'est excellent, j'adore. Merci Sylvia. J'aime beaucoup que tu parles d'improvisation, parce que c'est ce que je préfère dans le tango. Et j'ai eu la chance d'avoir un enseignant qui, justement, est passé par là pour m'apprendre le tango. J'ai pris très rapidement des cours particuliers, parce que j'ai vite compris que voilà, c'était ce qui allait me correspondre. Et il a compris qu'il fallait passer par là. Certainement parce qu'il a dû sentir dans ma corporalité, dans ma façon de dialoguer avec lui au niveau de mon corps, que j'avais lâché prise sur un certain nombre de choses, bien entendu auparavant psychologiquement, et ça devait certainement se sentir dans mon corps. C'est vraiment que tu me poses la question et que je te parle là que j'en prends conscience. C'est un truc que je n'avais pas tilté. Je tournais autour de ça, mais je ne l'avais pas formulé aussi clairement, et donc je suis convaincue de ça, et qu'il en soit vraiment remercié. Et j'ai beaucoup de gratitude pour lui pour ça, parce que c'était le seul moyen pour que je puisse toucher du doigt assez rapidement la magie très addictive pour moi du tango. Et donc oui, en effet. Euh, et c'est là qu'on voit à quel point le travail sur soi va avoir des bénéfices dans notre pratique de la danse du tango. Il y a des personnes qui sont très psychorigides, qui aiment les habitudes, qui aiment que tout soit balisé, cadré, etc. Et donc, en effet, elles vont être perdues quand il va s'agir d'improvisation. Et elles vont avoir du mal à pouvoir... Enfin, il va y avoir des peurs, en fait, parce qu'il y a un moment donné, il y a des trucs à lâcher, et il y a quelque chose qui peut se faire d'assez miraculeux, d'instinctif. Voilà, donc je pense que moi, c'est ce que mon enseignant avait vu, c'est que je suis très instinctive, mais pas seulement pour ça. Et donc, il y a des personnes qui ne le sont pas, parce elles ont énormément de peur, elles ont une structure psychologique, elles ont une culture, elles ont des habitudes. Et tout ça, c'est très compliqué, du coup, pour pouvoir se frayer un chemin vers cette forme de liberté. Et c'est vrai que le travail sur soi, tel que je viens d'en parler, sur cette connaissance de soi, sur ce voyage intérieur, ça nous permet bien entendu de lâcher certaines de nos rigidités. On a toujours à travailler dessus, hein. C'est assez... Mais on peut quand même gagner sacrément du terrain et du temps. Il y a des croyances limitantes, des trucs dont on est convaincu sur nous, les autres et le monde. Il y a des peurs qui nous empêchent de pouvoir être dans cette acceptation de l'instant. Et c'est vrai que l'improvisation, c'est ça. Mais c'est comme dans la vie, en fait. Il y a des personnes qui vont tout anticiper, détester les trucs de dernière minute pour cette raison-là, parce qu'elles ont peur d'être surprises. Et je trouve que l'improvisation dans le tango, c'est accepter d'être surprise. Et ça me rappelle aussi
dans mes animations de groupe en présentiel. En ligne, je le fais moins parce que l'animation est différente quand j'anime des groupes de travail sur soi sur Zoom, mais quand c'est en présentiel, souvent pour les personnes qui débutent, qui sont pas habituées à travailler avec moi, je leur dis, n'oubliez pas une chose, laissez-vous surprendre. Et c'est intéressant de voir comment les personnes vont réagir. S'il y a les mécanismes de braquage qui se mettent tout de suite en place, ou si au contraire elles sont curieuses, voilà. Et après, ça se passe comme ça doit se passer en fonction de leur processus, de leur évolution et de la dynamique de groupe. Mais c'est pareil aussi dans l'espace de groupe, c'est qu'à un moment donné, la co-création ensemble, les inconscients qui communiquent, les conscients qui communiquent, ce qui va se passer dans la dynamique du groupe, il y a un moment donné, on va être surprise ou surpris. C'est comme en effet dans l'improvisation en tango, c'est accepter de se laisser surprendre par nous, pas seulement par l'autre, parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on va faire ensemble. Et c'est ça ce qui est beau. Et c'est comme dans la vie, on ne sait pas ce qu'on va faire ensemble. On ne sait pas combien de temps une relation va durer. On ne sait pas par quoi on va passer. On a envie, mais on ne sait pas. Et l'improvisation, c'est pareil. Et il faut en effet pouvoir avoir avancé en termes de confiance en soi et en l'existence et en l'autre. Et ça peut être un long travail pour les personnes. Mais je trouve que du coup, le travail en consultation, elle permet d'aller plus vite dans ce travail, d'accéder à cette forme de lâcher prise dans la danse, dans le tango. Et donc, on voit bien que l'un alimente l'autre, encore une fois, et c'est ça que je trouve mais passionnant. Moi, le tango, il est arrivé dans ma vie assez tardivement. J'avais déjà avancé beaucoup dans ma pratique d'accompagnement en cabinet. Et je me suis toujours dit, comment ça se serait passé si le tango était arrivé avant? En fait, il n'a pas pu arriver avant. J'ai procrastiné. Le tango est dans ma vie depuis très, très, très longtemps, en fait. Euh, la musique du tango est là depuis très, très, très longtemps. Depuis des décennies, je dirais, quasiment depuis toujours, parce que je ne me souviens pas de la première fois où. Donc, c'est comme si ça avait été toujours là. Mais il y a eu un moment dans mon évolution intérieure, dans ma progression, pas seulement intellectuelle, vraiment dans mon vécu de vie et dans mes compréhensions intérieures du travail sur moi, où je pense que j'ai été disponible. Et là, comme par hasard, les connexions se sont faites et j'ai rencontré les bonnes personnes, forcément au bon moment. Et trop tôt aurait été trop tôt, plus tôt aurait été trop tôt. Je pense qu'il y a un moment aussi où on est prêt à aller se faire surprendre, justement, à être surpris. Il y a un moment où on est prêt à ce que le tango vienne nous révéler à nous-mêmes. Parce que pour moi, vraiment, la pratique du tango vient nous révéler à nous-mêmes autant que ça peut être le cas dans l'espace de thérapie, dans l'espace de cabinet. D'accord. Donc en fait, ça peut être dans les deux sens. Par exemple, une personne trouve des difficultés dans sa danse, donc elle va chercher à l'intérieur d'elle-même pourquoi elle bloque sur certaines choses, et vice-versa. La danse peut lui montrer par le corps et par ses difficultés. Absolument. Je ne C'est sais pas ça qui est si c'est fabuleux. clair en disant ça. Suivant notre disponibilité, suivant nos résistances, suivant notre inaccessibilité, enfin, certes, ça permet d'avoir deux portes d'accès, ou plus que deux portes, mais disons que là, on vient de parler de deux endroits. Et c'est ça qui est super, c'est que finalement, là où ça bloque, ça peut débloquer ici et vice-versa. C'est en ça qu'il y a une complémentarité formidable. Ou pas, si c'est trop tôt, parce qu'il y a ça aussi, il faut respecter son propre rythme. Ça, c'est hyper important, aussi bien, je trouve, dans notre pratique du tango, dans notre exploration intérieure du tango, aussi bien dans notre exploration dans l'espace de travail sur soi, de ne pas oublier, moi je le répète souvent, écoutez votre rythme, on n'a pas le même rythme, et puis il y a des périodes où on intègre hyper vite, et des périodes où on a l'impression de piétiner, de ne pas avancer, et parce qu'on a notre rythme d'intégration, de ressenti,
voilà, il y a une horloge interne, il y a un timing interne, il y a un process interne qui… Ça aussi, c'est prendre soin de soi que de respecter ce rythme-là. On est dans une société où tout doit se faire vite, 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 les résultats vite, vite, vite. Bah, s'il y a bien deux endroits où là, il faut savoir prendre son temps, c'est dans l'apprentissage et la pratique du tango et c'est dans l'espace de connaissance de soi, quelle que soit la méthode de travail qui nous est proposée. Puis dans la pratique corporelle en général, parce que sinon, on peut se faire mal. Oui, aussi, tout à fait. Alors, Myriam nous dit, je me suis mise au tango pour réparer une blessure narcissique. Ce n'est pas une question, j'avais juste envie de le dire. Oui, c'est important de savoir quels sont… dans… C'est une façon d'être plein de gratitude vis-à-vis du tango que de reconnaître ce que le tango a pu guérir en soi. Voilà. Que ce soit en thérapie ou que ce soit dans le tango, ce n'est pas la panacée. Je pense qu'il y a un ensemble de choses et que surtout, c'est nous, en fonction de notre état de conscience, qu'est-ce qu'on en fait ? Et c'est nous qui nourrissons aussi l'espace de thérapie et on nourrit aussi beaucoup le vécu du tango. C'est dans les deux sens. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais je trouve que ça joue beaucoup aussi ce qu'on va y apporter, ce qu'on va reconnaître, la conscience que l'on va avoir sur ce que ça nous a apporté, sur ce que ça nous apporte encore. Et c'est ce qui vient de nous être témoigné, et merci parce que je trouve que c'est important de le dire. En effet, le tango peut être très gratifiant, mais en même temps, si c'est trop tôt et que la personne n'a pas fait un certain chemin en termes d'estime d'elle-même et d'harmonie avec elle-même, le tango peut parfois être très cruel. Et donc, c'est là où c'est important d'avoir un espace de travail sur soi, je trouve, parce qu'il ne faudrait pas être dégoûté du tango. C'est tellement merveilleux et c'est tellement beau. Mais il peut arriver qu'il y ait des mauvaises rencontres aussi dans le tango. C'est comme dans la vie, de toute façon. Hein. Voilà. Mais dans mon livre, à un moment donné, dans Écoute les signes que la vie t'envoie, je parle d'un moment où elle est vraiment dans un état modifié de conscience quand elle danse. Et c'est comme si elle voyait les planètes qui sont dans une harmonie et une liberté en même temps, et ça tourne, etc. Et là, quand je vous parle, je pense aussi au fait que je parlais en milonga. Et en milonga, souvent, j'ai eu cette pensée, cette réflexion ou cette image que le bal représente aussi le mouvement de la vie. On a des belles rencontres, on a des moins bonnes rencontres, on a des coups de cœur. On a des coups de cœur, des amitiés, des inimitiés, il y a tout. Tu regardes une milonga, tu vois comment les gens évoluent, tu vois ce qui s'y passe, et c'est comme si on avait un concentré de vie. Et après, eh ben, ça va dépendre de ce qu'on va en faire, du sens qu'on va y donner, de ce qu'on va y mettre et de la conscience qu'on va avoir. Et ce qui est important, c'est de pouvoir, quand il y a des moments un petit peu difficiles, dus à la difficulté de l'apprentissage ou bien au niveau relationnel dans des milongas par exemple, c'est important de se dire je prends ça comme un support de travail sur moi et je dépasse ça, et qu'est-ce que j'ai à apprendre et qu'est-ce que j'ai à comprendre et c'est quoi le bon côté de ce qui se passe. Voilà, parce que en effet, ça peut être très narcissisant pour certaines personnes et pour d'autres, ça peut être très compliqué. Et donc, c'est important de savoir où on en est et de pouvoir être accompagné aussi pour qu'on puisse en tirer le meilleur de cet univers du tango. Oui. Jean-Pierre Petit nous dit « J'aime aborder une tanda dans l'état d'esprit d'un match d'improvisation au théâtre. » Oui, c'est vrai que c'est assez similaire. C'est intéressant. C'est intéressant. Après, ça va aussi dépendre dans quel état d'esprit on est ce jour-là, de quoi on a besoin. Mais on peut en effet se laisser surprendre de la même façon. Et comment on joue à entrer en résonance avec ce que nous propose l'autre et qu'est-ce qu'on lui offre aussi. Et c'est là que c'est fabuleux parce qu'on voit qu'on est en train de créer quelque chose d'unique dans un instant unique. Demain, on redanse ensemble ou on fait un autre moment d'improvisation théâtrale et ça ne donnera jamais la même chose. Et c'est ça qui est beau. C'est un art éphémère. Oui, complètement.
Hem, Laurée, alors je ne sais pas qui est Laurée, si c'est un nom ou un prénom. Ce que tu évoques me rappelle Le bal d'Ettore Scola, le film. Ah ouais, j'ai adoré et j'adore toujours, tout à fait, absolument. J'ai vu ce film avant de connaître les milongas et bien entendu, en milonga, j'y ai pensé. Oui, le bal en plus, ce qui est hyper touchant, c'est que ça traverse le temps et on voit des personnages très symboliques, justement. Et il y a la notion de vie et de temps qui passe et d'humanité et de tout ce qui peut se jouer et de toutes les couleurs aussi, les plus lumineuses aux plus sombres, parfois, à certaines époques de l'histoire. Mmh. Et là, dans le confinement, s'il avait poursuivi dans le temps, ben, nous aurions des plans de la salle de bal vide, du confinement 2020, salle de bal vide, et puis ensuite le plan d'après, quand on va revenir dans cet espace. Ça, moi, je l'attends avec impatience. Et je suis très curieuse de voir comment on va le vivre, suivant là où on en est de notre harmonie intérieure ou pas, suivant aussi les difficultés qu'on aura traversées, si elles ont été très lourdes, parce que pour certains, c'est vraiment extrêmement compliqué, c'est vraiment une période sombre. Mais je suis très curieuse de voir comment on va se retrouver. Enfin, comment, comme d'hab, hein, on ne va pas changer nos habitudes, mais dans quel état d'esprit, comment on va faire. Moi, des fois, je me dis, mais ça se trouve, on va revenir en milonga, on va revoir les mêmes personnes, j'espère. On en verra peut-être de nouvelles, sait-on jamais, on ne sait pas. Et on va reprendre certainement nos bonnes vieilles habitudes, mais comme si de rien n'était, parce que la danse, ça continue, le partage, ça continue. Tout continue. Mmh. Et la vie continue. Oui, c'est une discussion que j'ai avec beaucoup de danseurs en ce moment et c'est vrai que beaucoup, on a tous très envie, ça nous manque énormément à tel point que moi je te disais tout à l'heure, hein, j'ai même plus l'impression d'être danseuse en ce moment. Mmh. On est un peu coupé dans notre essence, quoi. Mmh. Et donc il y a vraiment cette envie. En même temps, certains donc ont peur par rapport à tout ce l'actualité, virus et compagnie. Mais il y en a aussi quelques-uns qui ont peur par rapport à ce qu'ils sont devenus après tout ça, après ces confinements. Comment je me positionne pour, est-ce que je me sens suffisamment bien pour retourner dans l'univers de la milonga qui n'est quand même pas toujours quelque chose de facile, hein, Ouais. faut l'admettre. Comment je me sens à l'idée de retourner là-dedans après tout ce qui vient de se passer? Ouais, si je me sens fragilisée par ce qui s'est passé, et en effet, moi je trouve qu'on se sent, enfin, tu viens de le dire, moi aussi je me disais, mais est-ce que je vais encore savoir danser? Je pense qu'on se dit tous ça. Et donc moi j'ai la chance d'avoir mon mari à la maison, donc on pratique de temps en temps, mais ce qui est intéressant c'est qu'on pratique quasiment plus. Euh, c'est comme si on voulait même pas aller mettre un pied dans la piscine, tellement on a peur que ça réveille aussi le manque, hein, tu vois, la frustration et la tristesse. Donc bon, heureusement, moi, il est là pour que je puisse voir que j'ai les mêmes automatismes. Mais en effet, c'est comme si c'était venu déstabiliser, nous déstabiliser à certains endroits, aussi bien émotionnels, personnels, que dans notre pratique. Et alors moi, je me disais la même chose, je me disais, mais comment je vais être, comment je vais me sentir, comment ça va se passer. Alors comme je suis une optimiste, je pense à tous les bons copains et les bonnes copines que je vais pouvoir retrouver et qui me manquent tant. Euh, et je me dis, on va tous être vulnérables à ce moment-là. Normalement, c'est ça. On va tous se sentir vulnérables. Pas aux mêmes endroits, mais il y aura une forme de vulnérabilité de ce qu'on aura traversé, d'une forme de traumatisme que ça a pu générer en nous, et puis de toute cette expérience douloureuse, du manque euh, et de l'arrêt de la pratique. Je pense qu'il va y avoir une vulnérabilité, mais donc moi je me suis dit, l'autre, cet autre que je connais ou que je ne connais pas, qui va se présenter à moi, avec qui je vais danser en milonga, dans cet après confinement et après période douloureuse, lui aussi, ou elle aussi, aura peut-être ce trac, voilà, le trac, ou cette vulnérabilité, et que ça peut être justement
une expérience extrêmement forte et constructive. Et, et peut-être que du coup, on va... Moi, je sais pas, comme je suis une optimiste, je me dis peut-être que du coup, on va créer une atmosphère nouvelle dans nos milongas, dans nos villes respectives, qu'il y a quelque chose... En tout cas, c'est ce qui nous est proposé. On a toujours le choix. Et si on arrivait avec notre vulnérabilité et que justement, on partage quelque chose de nouveau, dans cet espace qu'on connaît, dans ces espaces qu'on connaît, dans cette habitude, parce que voilà, on connaît les règles relationnelles, les invitations, la danse, le moment, l'attenda, etc. Et si là, on faisait le pari de se dire, bah, on part sur une base hyper chaleureuse, humaniste, humble, et où on n'est que dans le partage, parce qu'au moins, ça, ce qui nous est arrivé, ça nous aura bien appris un truc, hein, c'est qu'on est des êtres de relation et que on ne peut pas se passer les uns des autres et que quand on est passionné de tango, ben, c'est là qu'on voit que ça fait partie de notre substantique moelle. Ça fait partie de notre ADN, quoi. Oui, c'est sûr. Et Jean-Bernard dit, je pense que c'est comme le vélo. Oui. Ce que je me dis pour me rassurer, c'est ce que je me suis dit en faisant quelques pas, quelques tandas avec mon mari. Oui, je me suis dit, c'est décidément comme le vélo. Et Mais quand finalement, même. d'un point de vue de la technique, on sera tous au même endroit. On n'aura pas pratiqué pendant très longtemps et c'est Voilà. pas plus, ce sera pas grave parce qu'on va s'y remettre comme sur le vélo. Et voilà. C'est plus une question effectivement de positionnement et de rapport à l'autre qui a quand même été bien coupé. Par exemple, dans la vie de tous les jours, il y a plein de gens à qui on ne fait plus la bise. Certaines personnes d'ailleurs, ça nous arrange, d'autres, ça nous manque. Et comment ça va se passer le jour où on nous dira c'est bon, allez-y, si on nous le dit un jour. Moi, je pense que oui, on va retrouver un mode de vie normal, mais que ce ne sera jamais tout à fait pareil. C'est ce que je pense. Ça, c'est mon côté un peu moins optimiste. Peut-être qu'on va adopter une autre forme de... Peut-être qu'on va être à se faire la bise et des hugs avec des gens qu'on aime vraiment. Et puis qu'on sera peut-être un petit peu plus distant avec des gens qu'on ne connaît pas, qu'on connaît peu, avec qui on a un ressenti de connexion affective et de sympathie moins présente, peut-être. Je pense que là aussi, c'est important de commencer à se poser la question. Je pense qu'on se pose tous la question et qu'il ne faut pas oublier qu'on a notre part. C'est-à-dire que ce qui est important, je trouve, c'est que quoi qu'il arrive, on ne se sente pas être victime de la situation, qu'on ait bien conscience que finalement, dans notre environnement proche, on a notre rôle à jouer. Souvent, on a l'impression qu'on est noyé dans ce monde et que tout se déroule sans qu'on puisse faire quoi que ce soit. Et c'est important de ne pas oublier que, avec les gens de notre entourage proche et les gens avec qui on interagit dans notre vie, on peut mettre en place des choses nouvelles. Et donc, si vous avez envie de créer quelque chose ou de communiquer quelque chose, je me dis que voilà, quand on pourra à nouveau être plus proche, ça peut être aussi le moment de le vivre en conscience. Tiens, on parlait d'être en conscience par rapport à la danse et aux relations. Là, c'est ça. C'est-à-dire, là, on va être forcément conscient parce que ça va faire un contraste saisissant. Et c'est là qu'on peut se dire, je choisis quoi? Je choisis de communiquer comment? Je peux choisir suivant ce dont on a besoin, suivant notre personnalité. Mais bon, moi, je me dis qu'on va retrouver des habitudes relationnelles parce que, enfin voilà, je pense que les gens qu'on aime, on a envie de les prendre dans ses bras, dans nos bras, et puis et que ça se posera même pas comme question. Ce sera tellement naturel. Je crois beaucoup au mouvement naturel du corps. D'ailleurs, vous le dites, les enseignants, je pense que bien entendu tu le dis aussi, que le tango, il n'y a aucun mouvement qui n'est pas naturel pour notre corps. Que si on suit notre corps et qu'on est bien connecté à notre corps, les mouvements se font parce qu'ils sont dans un mouvement naturel.
Oui, 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 effectivement. Surtout si on est à l'écoute de notre corps, on va Voilà. sentir la façon de pouvoir aborder un mouvement qui ne sera pas la même chez tout le monde parce qu'on n'a pas tous la même souplesse, la même morphologie, etc. Mm. Alejandro nous dit ce sera quelque chose de nouveau à vivre. Mm. Josiane, on a quand même connu, en tout cas à Paris, un premier post-confinement et je n'ai pas eu l'impression que cela ait changé l'ambiance générale des milongas, donc des milongas parisiennes. Bah, je crois qu'on rêvait beaucoup du monde d'après, qu'on souhaitait être très idéal et que on a eu, enfin, majoritairement, les gens ont repris très très vite leurs habitudes. Mais là, je pense que ça va être différent. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de déni en fait durant l'été où beaucoup de gens pensaient que c'était terminé. Là, on nous en refout quand même une dose. C'est en plein hiver, absence de lumière, absence de contact, cœur de l'hiver. Là, je pense que ça peut peut-être changer certains de nos comportements. En tout cas, on verra parce que finalement, chacun est libre de choisir, de voir, d'être conscient ou pas, de se remettre en question ou pas, et de savoir ce qu'il a envie d'améliorer ou pas, de colorer ou pas. Et ça, c'est la nature humaine, c'est-à-dire qu'on n'en est pas tous au même endroit, on n'en est pas tous au même niveau de conscience, et on n'est pas tous conscients de notre capacité à créer autour de nous. Et, et moi, c'est pour ça que je suis là aussi ce soir. C'est déjà parce que je suis contente de retrouver la communauté tango qui me manque, et aussi parce que j'ai envie de faire passer certains messages. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les gens sont davantage prêts. C'est-à-dire que malheureusement, il faut qu'on se prenne un coup sur la gueule pour qu'on commence à se poser des questions. On en est tous là. Et on est tous dans la même barque. Et ce temps, cet hiver qu'on traverse, parce que c'est pas fini, le temps qu'on se retrouve, ce que j'espère l'année prochaine, quand, je ne sais pas, mais certainement l'année prochaine. Allez, j'ose espérer que c'est l'année prochaine. Mais en tout cas, il va falloir traverser l'hiver, et pourquoi pas avoir un temps de réflexion et se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de vivre l'année prochaine, qu'est-ce que j'ai envie de vivre en milonga, qu'est-ce que j'ai envie de changer dans mon mode relationnel, qu'est-ce que j'ai envie de positiver, comment est-ce que je peux donner le meilleur de moi-même dans ma danse avec l'autre, mais aussi en dehors de la danse, parce que la milonga, c'est pas seulement la tanda, c'est aussi avant, après, à côté, c'est un petit verre avec des potes, c'est plein de choses. Qu'est-ce que j'ai envie de donner et de préférence le meilleur de moi-même, et voilà, et de se proposer ce challenge-là. Et puis, si on est beaucoup à faire comme ça, ben, ça peut être super. Ah, on t'entend pas. Pardon. Je vous invite à regarder le chat. Il y a des liens qui ont été envoyés sur... Pardon, j'ai ma fille qui s'est réveillée en pleurs. Je vous laisse regarder et commenter un petit peu ces liens et je reviens tout de suite. Je prends la main, alors t'inquiète pas, je prends la main. Je prends la main. Alors, Solange nous fait un ajout. Super, merci Solange, parce que c'est un sujet que je ne maîtrise pas, on ne peut pas tout maîtriser, hein. Alors, sur le sujet du tango et Alzheimer, je me permets de vous signaler le travail de la caravane de la mémoire, quel joli nom, en maison de retraite, qui existe depuis une dizaine d'années. Il y a quelques mois, ABB Reportage et son équipe de danseurs et de chercheurs, dans l'impossibilité de se rendre sur place dans les EHPAD, avaient innové et inventé le tango en ligne pour les aînés. Formidable. Donc là, vous avez visiblement le lien qui permet voilà, un financement, des ateliers interactifs. Ben, merci, c'est super. Voilà, je redescends, je redescends.
Oui, Bernard, je ne peux qu'être d'accord avec cet écho à ce que je viens de dire. Merci, merci. Bernard nous dit que, in fine, nos relations dans le tango comme dans la vie ne tiennent qu'à nous. Et oui, la responsabilité, beaucoup de choses, heureusement, finalement, ne tiennent qu'à nous. C'est-à-dire qu'en fait, moi, en tout cas, c'est la philosophie de vie que j'applique aujourd'hui, dont j'ai pas toujours eu conscience, et c'est aussi une philosophie que je propose aux personnes si elles veulent recevoir cette option. Cette philosophie de vie, c'est ça. Je ne suis pas coupable, mais je suis responsable. Et donc, je suis responsable d'un certain nombre de choses. Et je peux donner le la et la bonne tonalité, la bonne note de musique pour que mes relations se passent au mieux. Je peux aller regarder aussi quelles sont mes peurs, mes craintes, mes réticences, mes tensions et comment je peux faire pour les assouplir, pour que ça se passe au mieux. Et puis aussi, ce qui ne tient qu'à nous, c'est aussi de savoir reconnaître ce qui ne nous convient pas et de s'autoriser à ne pas insister et à donner davantage de place à des espaces savoureux, des personnes enrichissantes et avec qui on va pouvoir évoluer réciproquement. Et en effet, finalement, tout ou une grande partie, ça ne tient qu'à nous. Et également de prendre conscience et de savoir que ce qu'on ne peut pas contrôler, d'accepter que ça se déroule, mais par contre, le sens qu'on va y mettre et ce qu'on va en faire, ça ne tient qu'à nous aussi. Donc, merci Bernard, j'aime beaucoup. Sylvia est revenue. T'as vu ça, hein? Tu as lu les questions un petit peu ou... Alors, j'ai lu ce qui concernait l'ASMR. Hein. Il y avait un lien sur ce qui est mis en place en termes d'ateliers interactifs. Et puis, je commentais la très jolie phrase de Bernard, avec qui, bien entendu, je suis en écho. Voilà, j'en étais là. D'accord. Une petite question. Le roman que tu as écrit, c'est toi l'héroïne? Tout le monde me pose la question. Alors, j'ai pris un malin plaisir, mais pour le prochain, ça va être la même chose. À chaque fois, je prends un malin plaisir à mélanger la fiction et les faits réels. Donc, non, Anna, non, ce n'est pas moi. Je l'ai souvent dit. Non, non, ce n'est pas moi. Pour la dimension affective. C'est-à-dire que je ne suis pas rentrée en relation avec le tango au même moment de mon évolution affective et personnelle. Par contre, il y a des moments, comme par exemple, il y a une ou deux scènes en milonga que j'avais envie de mettre et qui sont des expériences que j'ai pu avoir. Et non, moi je suis plutôt le personnage de Louis. C'est plutôt moi qui parle à travers lui. Anna, c'est plutôt une quintessence, la quintessence des personnes, de mes patientes, d'un certain profil de mes patientes. Et pour mon prochain roman, qui ne se passera pas dans le milieu du tango, mais un autre, il y a des personnages réels et il y a des personnages fictifs. Et j'ai aimé mélanger cela. Et je parle à travers un des personnages, en effet, mais qui n'est pas moi. Mais c'est beaucoup de messages que j'avais envie de passer sont passés par la voix d'un de ces personnages. Donc, un des personnages dont Écoute les signes que la vie t'envoie, qui se rapproche le plus en termes de messages qui viennent de ma voix, c'est le personnage de Louis. D'accord. On peut le trouver sur Internet, à la FNAC Alors, on peut le trouver sur le site de la FNAC. On peut les commander en librairie. On peut le trouver, bien entendu, sur le site de mon éditeur, Le Duc. Voilà. Très bien. Je ne parle pas d'Amazon parce qu'en ce moment, c'est pas top. Si vous pouviez éviter. Mais la FNAC, c'est bien. Et puis, les libraires de votre coin de rue, c'est encore mieux. Et éventuellement, Le Duc. Il réouvre demain, normalement, si tout va bien. Donc, Oui, faut foncer, là.
Très bien. Est-ce que quelqu'un a encore des questions ou est-ce que tu as encore envie de nous parler de quelque chose? Oh, j'ai dit beaucoup de choses, non? Mais il y a toujours quelque chose qu'on oublie de dire. Mais là, je ressens un sentiment de, voilà, de satisfaction. Voilà, j'ai transmis des messages grâce à tes questions et à vos questions. Je trouve on a pu partager sur des sujets importants. Et j'ai à cœur que ça puisse vous donner du baume au cœur, justement, pour traverser cette période et de ne pas oublier de regarder devant quand on va se retrouver. Oui, oui, Ça va oui. être la fête, hein. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, vraiment, on a hâte. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup d'avoir été présente, d'avoir partagé tout ça avec nous. Euh, Et bah, voilà, si sur sur le site internet de Autour d'un maté et du festival, il y a tes coordonnées. Donc, si vous avez des questions ou si vous voulez joindre Géraldine, ben, c'est possible. J'ai mis dans le chat la page du site pour faire des dons, si vous en avez envie, si vous le pouvez, en sachant que bah, l'organisation de ces rencontres bah, n'est pas gratuite. Donc, j'ai mis un prix libre pour que tout le monde puisse donner ce qu'il veut et ce qu'il peut. Merci beaucoup à tous. La semaine prochaine, on recevra Gwenaëlle Denigo qui nous présentera son nouveau livre. Voilà. Merci beaucoup, Géraldine. Merci, merci, Merci à vous merci Sylvia tous. et merci à tous. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Et on hâte de boire du champagne en Milonga. Hein. Oui, 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 oui. Hein. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.